Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Donc on termine la nouvelle de Guy de Maupassant qui s'intitule Le Père Amable, faisant partie donc du recueil de nouvelles qui s'intitule donc La Petite Roque. Et c'est sans plus attendre que je termine la lecture. En attendant, installez-vous confortablement sur votre canapé et je vous souhaite tout simplement une excellente lecture, un excellent moment en ma compagnie. On le casa au milieu de la table, en face de sa bru, et dès qu'il fut assis, il se mit à manger. C'était son fils qui payait après tout. Il fallait prendre sa part. À chaque cuillerée de soupe qui lui tombait dans l'estomac, à chaque bouchée de pain ou de viande écrasée sur ses gencives, à chaque verre de cidre et de vin qui lui coulait par le gosier, il croyait regagner quelque chose de son bien, reprendre un peu de son argent que tous ces goinfres dévoraient, sauver une parcelle de son avoir. Enfin. Et il mangeait en silence avec une obstination d'avare qui cache des sous, avec la ténacité sombre qu'il apportait autrefois et ses labeurs persévérants. Mais tout à coup, il aperçut au bout de la table l'enfant de Céleste sur les genoux d'une femme, et son œil ne le quitta plus. Il continua à manger, le regard attaché sur le petit, à qui sa gardienne mettait parfois entre les lèvres un peu de fricot qu'il mordillait. Et le vieux souffrait plus des quelques bouchées sucées par cette larve que de tout ce qu'avalaient les autres. Le repas dura jusqu'au soir, puis chacun rentra chez soi. Césaire souleva le père amable. « Allons, mon père, faut retourner, dit-il. » Et il lui mit ses 2 bâtons aux mains. Céleste prit son enfant dans ses bras et ils s'en allèrent, lentement par la nuit blafarde qu'éclairait la neige. Le vieux sourd, aux 3/4 gris, rendu plus méchant par l'ivresse, s'obstinait à ne pas avancer. Plusieurs fois même, il s'assit avec l'idée que sa bru pourrait prendre froid, et il geignait, sans prononcer un mot, poussant une sorte de plainte longue et douloureuse. Lorsqu'ils furent arrivés chez eux, il grimpa aussitôt dans son grenier, tandis que Césaire installa un lit pour l'enfant auprès de la niche profonde où il allait s'étendre avec sa femme. Mais comme les nouveaux mariés ne dormiraient point tout de suite, ils entendirent longtemps le vieux qui remuait sur sa paillasse, et même il parla haut plusieurs fois. Soit qu'il rêva, soit qu'il laissa s'échapper sa pensée par sa bouche, malgré lui, sans pouvoir la retenir sous l'obsession d'une idée fixe. Quand il descendit par son échelle, le lendemain, il aperçut sa bru qui faisait le ménage. Elle lui cria « Allons, mon pé, dépêchez-vous, voilà de la bonne soupe !» Et elle posa au bout de la table le pot rond de terre noire plein de liquide fumant. Il s'assit, sans rien répondre, prit le vase brûlant, s'y chauffa les mains selon sa coutume et, comme il faisait grand froid, il le pressa même contre sa poitrine pour tâcher de faire entrer en lui, dans son vieux corps roidi par les hivers, un peu de la vive chaleur de l'eau bouillante. Puis il chercha des bâtons et s'en alla dans la campagne glacée jusqu'à midi, jusqu'à l'heure du dîner, car il avait vu installé dans sa grande caisse à savon le petit de Céleste qui dormait encore. Il n'en prit point son parti. Il vivait dans la chaumière comme autrefois, mais il avait l'air de ne plus en être, de ne plus s'intéresser à rien, de regarder ses gens, son fils, la femme et l'enfant comme des étrangers qu'il ne connaissait pas, à qui il ne parlait jamais. L'hiver s'écoula. Il fut long et rude. Puis le premier printemps fit repartir les germes et le paysan de nouveau, comme des fourmis laborieuses, passèrent leurs jours dans les champs, travaillaient de l'aurore à la nuit sous la bise et sous les pluies, le long des sillons de terre brune qui enfantaient le pain des hommes. L'année s'annonçait bien pour les nouveaux époux. Les récoltes poussaient drues et vivaces. On n'eut point de gelée tardive et les pommiers fleuris laissaient tomber dans l'herbe leur neige rose et blanche qui promettait pour l'automne une grêle de fruits. Césaire travaillait dur, se levait tôt et rentrait tard pour économiser le prix d'un valet. Sa femme lui disait quelquefois « Tu te feras du mal à la longue ». Il répondait « Pour sûr, non, bon, ça me connaît ». Un soir, pourtant, il rentra si fatigué qu'il dut se coucher sans souper. Il se leva à l'heure ordinaire le lendemain, mais il ne put manger, malgré son jeûne de la veille, et il dut rentrer au milieu de l'après-midi pour se reposer de nouveau. Dans la nuit, il se mit à tousser, et il se retournait sur sa paillasse, fiévreux, le front brûlant, la langue sèche, dévoré d'une soif ardente.
Il alla pourtant jusqu'à ces terres au point du jour, mais le lendemain, on dut appeler le médecin qui le jugea fort malade, atteint d'une fluxion de poitrine, et il ne quitta plus la niche obscure qui lui servait de couche. On l'entendait tousser, haleter et remuer au fond de ce trou. Pour le voir, pour lui donner des drogues, lui poser des ventouses, il fallait apporter une chandelle à l'entrée. On apercevait alors sa tête creuse, salie par sa barbe longue au-dessous d'une dentelle épaisse de toile d'araignée qui pendait et flottait, remuée par l'air. Et les mains du malade semblaient mortes sur les draps gris. Céleste le soignait avec une activité inquiète, lui faisant boire des remèdes, lui appliquait des vésicatoires, allait et venait par la maison, tandis que le père amable restait au bord de son grenier, guettant de loin le creux sombre où agonisait son fils. Il n'en approchait point, par haine de la femme, boudant comme un chien jaloux. 6 jours encore se passèrent, puis un matin, comme Céleste, qui dormait maintenant par terre sur 2 bottes de paille défaites, allait voir si son homme se portait mieux et n'entendit plus son souffle rapide sortir de sa couche profonde. Effrayée, elle demanda « Eh ben, Césaire, qu'est-ce que tu dis à nuit ?» Il ne répondit pas. Elle étendit la main pour le toucher et rencontra la chair glacée de son visage. Elle poussa un grand cri, un long cri de femme épouvantée. Il était mort. À ce cri, le vieux sourd apparut au haut de son échelle. Et comme il vit Céleste s'élancer dehors pour chercher du secours, il descendit vivement, tâta à son tour la figure de son fils et, comprenant soudain, alla fermer la porte en dedans pour empêcher la femme de rentrer et reprendre possession de sa demeure, puisque son fils n'était plus vivant. Puis il s'assit sur une chaise à côté du mort. Des voisins arrivaient, appelaient, frappaient. Il ne les entendait pas. Un d'eux cassa la vitre de la fenêtre et sauta dans la chambre. D'autres le suivirent. La porte de nouveau fut ouverte, et Céleste reparut, pleurant toutes ses larmes, les joues enflées et les yeux rouges. Alors le père amable, vaincu, sans dire un mot, remonta dans son grenier. L'enterrement eut lieu le lendemain, puis, après la cérémonie, le beau-père et la belle-fille se trouvèrent seuls dans la ferme avec l'enfant. C'était l'heure ordinaire du dîner. Elle alluma le feu, tailla la soupe, posa les assiettes sur la table tandis que le vieux assis sur une chaise attendait, sans paraître la regarder. Quand le repas fut prêt, elle lui cria dans l'oreille « Allons, mon père, faut manger !» Il se leva, prit place au bout de la table, vida son pot, mâcha son pain verni de beurre, but ses 2 verres de cidre, puis s'en alla. C'était un de ces jours tièdes, un de ces jours bienfaisants où la vie fermente, palpite, fleurit sur toute la surface du sol. Le père amable suivait un petit sentier à travers les champs. Il regardait les jeunes blés et les jeunes avoines en songeant que son éléphant était sous terre à présent, son pauvre éléphant. Il s'en allait de son pas usé, traînant la jambe en boitillant. Et comme il était tout seul dans la plaine, tout seul sous le ciel bleu, au milieu des récoltes grandissantes, tout seul avec les alouettes qu'il voyait planer sur sa tête, sans entendre leur chant léger, il se mit à pleurer en marchant. Puis, il s'assit auprès d'une mare et resta jusque-là, jusqu'au soir, à regarder les petits oiseaux qui venaient boire. Puis, comme la nuit tombait, il rentra, soupa sans dire mot, et grimpa dans son grenier. Et sa vie continua, comme par le passé. Rien n'était changé, sauf que son fils Césaire dormait au cimetière. Qu'aurait-il fait, le vieux ? Il ne pouvait plus travailler. Il n'était bon maintenant qu'à manger les soupes trempées par sa belle-fille, et il mangeait en silence, matin et soir, en guettant d'un œil furieux le petit qui mangeait aussi, en face de lui, de l'autre côté de la table. Puis il sortait, rôdait par le pays à la façon d'un vagabond, allait se cacher derrière les granges pour dormir 1 heure ou 2, comme s'il eût redouté d'être vu. Puis, il rentrait à l'approche du soir, mais de grosses préoccupations commençaient à hanter l'esprit de Céleste. Les terres avaient besoin d'un homme,
qui les surveilla et les travailla. Il fallait que quelqu'un fût là, toujours, par les champs, non pas un simple salarié, mais un vrai cultivateur, un maître qui connut le métier et eut le souci de la ferme. Une femme seule ne pouvait gouverner la culture, suivre le prix des grains, diriger la vente et l'achat du bétail. Alors, des idées entrèrent dans sa tête, des idées simples, pratiques, qu'elle ruminait toutes les nuits. Elle ne pouvait se remarier avant 1 an et il fallait tout de suite sauver des intérêts pressants, des intérêts immédiats. Un seul homme la pouvait tirer d'embarras. Victor Lecoq, le père de son enfant. Il était vaillant, entendu aux choses de la terre. Il aurait fait avec un peu d'argent en poche un excellent cultivateur. Elle le savait, l'ayant connu à l'œuvre chez ses parents. Donc un matin, le voyant passer sur la route avec une voiture de fumier, elle sortit pour aller trouver. Quand il l'aperçut, il arrêta ses chevaux et elle lui dit, comme si elle l'avait rencontré la veille. « Bonjour Victor, ça va toujours ?» Il répondit. « Ça va toujours et de votre part ?»« Oh, mais ça irait n'était que je suis seul à la maison, ce qui me donne du tracas vu les terres. » Alors ils causèrent longtemps, appuyés contre la roue de la lourde voiture. L'homme, parfois, se grattait le front sous sa casquette et réfléchissait, tandis qu'elle, les joues rouges, parlait avec ardeur, disait ses raisons, ses combinaisons, ses projets d'avenir. À la fin, il murmura « Oui, ça se peut. » Elle ouvrit la main comme un paysan qui conclut un marché et demanda « C'est dit ?» Il serra cette main tendue. « C'est dit. »« Ça va pour le dimanche alors ?»« Ça va pour le dimanche. »« Allons. Bonjour Victor. »« Bonjour Madame Houlbrec. » Ce dimanche-là, c'était la fête du village. La fête annuelle et patronale qu'on nomme Assemblée en Normandie. Depuis 8 jours, on voyait venir par les routes, aux pas lents de rosses grises ou rougeâtres, les voitures foraines où gîtent les familles ambulantes des coureurs de foire, directeurs de loterie, de tir, de jeux d'hiver ou montreurs de curiosités que les paysans appellent « faiseux de quoi ». Les carrioles sales, aux rideaux flottants, accompagnées d'un chien triste, allant, tête basse, entre les roues, s'étaient arrêtées l'une près de l'autre sur la place de la mairie. Puis une tente s'était dressée devant chaque demeure voyageuse, et dans cette tente on apercevait par les trous de la toile des choses luisantes qui surexcitaient l'envie et la curiosité des gamins. Dès le matin de la fête, toutes les baraques s'étaient ouvertes, étalant leur splendeur de verre et de porcelaine, et que les paysans, en allant à la messe, regardaient déjà un œil candide et satisfait ces boutiques modestes qu'ils revoyaient pourtant chaque année. Dès le commencement de l'après-midi, il y eut foule sur la place. De tous les villages voisins, les fermes arrivaient secouées avec leurs femmes et leurs enfants dans les chars à bancs, à 2 roues qui sonnaient la ferraille en oscillant comme des bascules. On avait dételé chez des amis. Les cours des fermes étaient pleines d'étranges guimbardes grises, hautes, maigres, crochues, pareilles aux animaux à longues pattes du fond des mers. Et chaque famille, les mioches devant, les grands derrière, s'en venaient à l'assemblée à pas tranquilles, la mine souriante et les mains ouvertes, de grosses mains rouges, osseuses, accoutumées au travail et qui semblaient gênées de leur repos. Un faiseur de tours jouait du clairon. L'orgue de barbarie des chevaux de bois égrenait dans l'air ses notes pleurardes et sautillantes. La roue des loteries grinçait comme des étoffes qu'on déchire. Les coups de carabine claquaient de seconde en seconde. Et la foule lente passait mollement devant les baraques à la façon d'une pâte qui coule avec des remous de troupeaux, des maladresses de bêtes pesantes sorties par hasard. Les filles, se tenant par le bras par rang de 6 ou 8, piaillaient des chansons. Les gars les suivant en rigolant. La casquette sur l'oreille et la blouse raidie par l'empois, gonflée comme un ballon bleu. Tout le pays était là, maître, valet et servante. Le père amable lui-même, vêtu de sa redingue antique et verdâtre, avait voulu voir l'assemblée car il n'y manquait jamais. Il regardait les loteries, s'arrêtait devant les tirs pour juger les coups.
s'intéressait surtout à un jeu très simple qui consistait à jeter une grosse boule de bois dans la bouche ouverte d'un bonhomme peint sur une planche. On lui tapa soudain sur l'épaule. C'était le père Malivoire qui criait « Hé mon père, je vous invite à baigner une fine !» Et ils s'assirent devant la table d'une guinguette installée en plein air. Ils burent une fine, puis 2 fines, puis 3 fines. Et le père amable recommença à errer dans l'assemblée. Ses idées devenaient un peu troubles, il souriait sans savoir de quoi. Il souriait devant les loteries, devant les chevaux de bois et surtout devant le jeu du massacre. Il y demeura longtemps, ravi, quand un amateur abattait, le gendarme ou le curé, 2 autorités qu'il redoutait d'instinct. Puis il retourna s'asseoir à la guinguette et but un verre de cidre pour se rafraîchir. Il était tard, la nuit venait. Un voisin le prévint. « Vous allez rentrer après le frigo, mon pé !» Alors il se mit en route vers la ferme. Une ombre douce, l'ombre tiède des soirs de printemps s'abattait lentement sur la terre. Quand il fut devant sa porte, il crut voir par la fenêtre éclairée 2 personnes dans la maison. Il s'arrêta, fort surpris. Puis il entra, il aperçut Victor Lecoq assis devant la table en face d'une assiette pleine de pommes de terre et qui soupait juste à la place de son fils. Et soudain, il se retourna comme s'il voulait s'en aller. La nuit était noire à présent. Céleste s'était levée et lui criait « Venez vite, mon père, il y a du bon ragoût pour fêter l'assemblée !» Alors il obéit par inertie et s'assit, regardant tour à tour l'homme, la femme, l'enfant. Puis il se mit à manger doucement, comme tous les jours. Victor Lecoq semblait chez lui, causait de temps en temps avec Céleste, prenait l'enfant sur ses genoux et l'embrassait. Et Céleste lui redonnait de la nourriture, lui versait à boire, paraissait contente en lui parlant. Le père amable les suivait d'un regard fixe sans entendre ce qu'il disait. Quand il eut fini de souper, et il n'avait guère mangé tant il se sentait le cœur retourné, il se leva. Et au lieu de monter à son grenier comme tous les soirs, il ouvrit la porte de la cour et sortit dans la campagne. Lorsqu'il fut parti, Céleste, un peu inquiète, demanda « Qu'est-ce qu'il fait ?» Victor, indifférent, répondit « T'en éluge point, il rentrera bien quand il sera là. » Alors elle fit le ménage, lava les assiettes, essuya la table, tandis que l'homme se déshabillait avec tranquillité. Puis il se glissa dans la couche obscure et profonde où elle avait dormi avec Césaire. La porte de la cour se rouvrit, le père amable reparut. Dès qu'il fut entré, il regarda de tous les côtés avec des allures de vieux chien qui flaire. Il cherchait Victor Lecoq. Comme il ne le voyait point, il prit la chandelle sur la table et s'approcha de la niche sombre où son fils était mort. Dans le fond, il aperçut l'homme allongé sous les draps et qui sommeillait déjà. Alors le sourd se retourna doucement, reposa la chandelle et ressortit encore une fois dans la cour. Céleste avait fini de travailler. Elle avait couché son fils, mis tout en place, et elle attendait, pour s'étendre à son tour aux côtés de Victor, que son beau-père fût revenu. Elle demeurait assise sur une chaise, les mains inertes, le regard vague. Comme il ne rentrait point, elle murmura avec ennui, avec humeur. « Il nous fera brûler pour 4 sous de chandelle, ce vieux fainéant !» Victor répondit du fond de son lit. « Voilà plus d'une heure qu'il est dehors. Faudrait s'il ne dort point sur le banc devant la porte. » Elle annonça. « J'y vais !» Se leva, prit la lumière et sortit en faisant l'abat-jour de sa main pour distinguer la nuit. Elle ne vit rien devant la porte, rien sur le banc, rien sur le fumier où le père avait coutume de s'asseoir au chaud quelquefois. Mais comme elle allait rentrer, elle leva par hasard les yeux vers le grand pommier qui abritait l'entrée de la ferme. Et elle aperçut tout à coup 2 pieds d'homme qui pendaient à la hauteur de son visage. Elle poussa des cris terribles. « Victor! Victor! Victor !» Il accourut en chemise. Elle ne pouvait plus parler, et tournant la tête, pour ne pas voir, elle indiquait l'arbre de son bras tendu. Ne comprenant point, il prit la chandelle afin de distinguer, et il aperçut au milieu des feuillages éclairés en dessous le père amable pendu très haut par le cou au moyen d'un licol d'écurie. Une échelle restait appuyée contre le tronc du pommier. Victor courut chercher une serpe, grimpa dans l'arbre et coupa la corde, mais le vieux était déjà froid, et il tirait la langue horriblement, avec une affreuse grimace. Et c'est ainsi que se termine donc cette nouvelle,
à la triste fin donc, du père Amable. Nouvelle écrite donc par Maupassant. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Et en tout cas, moi, c'est de vive allure que je vous dis à très vite pour vivre ensemble et partager de nouvelles aventures littéraires dans Voyage au bout de la nuit sur C8. À très vite.